La voix de mon frère Marc, chargée d'une pitié théâtrale, résonna dans la salle d'audience silencieuse. Pas d'avantage, pas de réclamation. C'est une vétéran bidon. Il ricana, jouant pour le public de notre famille en deuil. Je restais parfaitement immobile, les mains croisées sur la table devant moi, refusant de lui accorder la satisfaction d'une réaction. Je me contentais de regarder mon avocat, David, un homme de peu de mots mais d'une précision immense, se lever sans un bruit. Il ne plaida pas, n'éleva pas d'objection. Il se contenta de remettre une unique enveloppe en papier craft scellée au huissier, qui la porta jusqu'au banc du juge. Le juge, un homme qui avait vu tous les drames familiaux imaginables, brisa le seau de cire rouge inhabituel avec un air d'agacement modéré. Son expression changea instantanément. Il sortit une seule feuille de papier, et tandis que ses yeux parcouraient le texte, son masque professionnel ne se fissura pas simplement, il se brisa, le sang se retira de son visage, remplacé par une expression de choc profond qui se durcit rapidement en alarme. Son regard remonta, passa les avocats, passa ma famille stupéfaite, et se verrouilla sur les deux agents armés de la cour stationnés près des lourdes portes de chêne. Sa voix, quand elle sortit, fut un ordre tendu et urgent qui trancha le silence. Agents, scellez cette salle, immédiatement. Le bruit des verrous qui s'enclenchèrent fut un claquement assourdissant qui nous enferma. Le rictus confiant de Marc se dissipa en un masque de peur pure et incompréhensive. Ce dernier clic terrifiant était le résultat d'une décision que j'avais prise 2 mois plus tôt. Debout dans une pièce bondée imprégnée de l'odeur des lits et d'un chagrin discret. C'était le jour de la réception après les funérailles de mon père, et je regardais mon frère Marc, l'étoile brillante de la famille dont le succès était assez bruyant pour étouffer quiconque d'autre. Tenir salon, il acceptait les condoléances d'une main tout en consultant son téléphone de l'autre. Je me tenais seule, un fantôme aux funérailles de mon propre père. Un ami respecté de la famille, un colonel de l'armée à la retraite, s'approcha de moi, les yeux emplis d'une sympathie sincère, avant qu'il n'ait pu dire plus de quelques mots. Marc surgit, passant un bras lourd sur mon épaule. Il adressa au colonel un petit rire dédaigneux. « Ne faites pas attention à ma sœur, dit-il, sa voix glissante de condescendance. Elle a l'un de ces jobs de bureau gouvernemental où on compte les agrafes. On était tous si fiers quand elle a dit qu'elle servait, mais je pense que la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais faite, c'est se couper avec un papier. » Les yeux du colonel se posèrent sur moi, une question dans le regard, mais je me contentais d'un sourire tendu et vide. À cet instant, en voyant Marc m'effacer si facilement, quelque chose en moi se glaça enfin. Marc pensait qu'il racontait juste sa blague préférée. Il n'avait aucune idée qu'il me calomniait en public. Dans un tribunal, pour comprendre pourquoi l'enveloppe de mon avocat contenait plus de pouvoir que l'héritage entier de mon père, il faut comprendre les 2 vies que je menais. Ma famille me voyait comme une histoire qu'ils avaient écrite eux-mêmes, un récit de déception tranquille. Tout avait commencé quand j'avais soi-disant échoué dans un prestigieux programme de doctorat, l'histoire officielle pour couvrir le fait que j'avais été recrutée et que j'avais commencé ma formation. Pour eux, j'avais raté mon décollage, me contentant d'un job sûr, ennuyeux et totalement insignifiant en tant qu'analyste politique à Washington, D.C. Ils avaient même un surnom pour moi, qu'ils pensaient que je n'entendais jamais. Ils m'appelaient la bibliothécaire, un titre censé capturer ma médiocrité perçue. Ma vie passée dans les notes de bas de page poussiéreuses et silencieuses de l'existence brillante et bruyante de mon frère. Cette perception n'avait jamais été plus claire qu'aux dîners familiaux, qui étaient moins une affaire de famille qu'une célébration de marque. Je me souviens d'une soirée en particulier, 1 an avant la mort de mon père, quand Marc annonça qu'il avait conclu un énorme contrat immobilier commercial, et la pièce explosa. Mon père ouvrit une bouteille de champagne que je savais ridiculement chère, et le bruit du bouchon qui saute ressembla au coup de pistolet de départ d'une parade de louanges. Plus tard, pendant une rare pause dans la conversation, j'essayais de partager une nouvelle à moi. J'évoquais discrètement que j'avais reçu une commendation significative au travail. Ma mère, Carol, une femme dont le monde entier tournait autour de l'entretien de l'ego de mon frère, parfaitement polie, se contenta de tapoter ma main avec un sourire placide. « Oh, c'est gentil, ma chérie, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur dédaigneuse. Comme employé du MOAF. Ton frère vient de sécuriser l'ancienne propriété Henderson. On est si fiers. Employé du mois. Les mots restèrent suspendus dans l'air, si rabaissants,
si parfaitement ciblée. Je ne voyais pas le champagne dans la main de mon père. Je voyais les 10 ans de «l'argent est serré» qui m'avaient suivi à travers le collège, l'ordinateur portable cassé que j'avais dû travailler 2 jobs pour remplacer. Je voyais chacune de mes petites victoires, une bourse, un article publié, un record personnel, passer complètement inaperçu, tandis que chaque petit accomplissement de Marc était accueilli par des applaudissements tonitruants. Je hochais simplement la tête, une familiarité glaciale s'installant profondément dans mon ventre. C'était mon rôle. Le public silencieux de la vie de mon frère. J'avais appris depuis longtemps que faire une scène ne ferait qu'empirer les choses. Donc je restais silencieuse, la bonne fille, la bibliothécaire. Mais mon silence était un mensonge, une couverture soigneusement construite, pour un monde qu'ils ne pouvaient pas même imaginer. Ma vraie vie se déroulait loin de leur dîner célébratoire, dans un endroit sans fenêtre, sans champagne et sans applaudissements. Elle se déroulait dans une installation d'information compartimentée sensible, ou SIF, une boîte de béton stérile, où le seul bruit était le bourdonnement bas et constant des serveurs traitant des secrets. Je n'étais pas une analyste politique qui comptait les agrafes. J'étais un officier de cas clandestin pour la Defense Intelligence Agency. Mon job n'était pas ennuyeux. C'était un poids constant et écrasant de responsabilité, où une seule erreur pouvait signifier la différence entre la vie et la mort pour des gens dont je ne connaîtrais jamais les noms. Mon supérieur était le général Peterson, un homme qui avait vu des empires monter et tomber, et qui n'avait pas de temps pour les bêtises. Je me souviens d'un appel avec lui la même semaine que le dîner. Je fixais un écran de renseignement de signaux complexes, mon cœur battant un rythme stable et contrôlé dans ma poitrine. Général, dis-je, ma voix basse et égale. L'agent codé Helios a confirmé que la clé de chiffrement est compromise. Nous devons lancer l'opération Blind Harvest immédiatement. La fenêtre se referme. Il n'y eut pas d'hésitation à l'autre bout, pas de seconde pensée, juste une voix calme et autoritaire qui portait le poids d'une confiance absolue. À vous de jouer, Echo 7, dit-il, utilisant mon indicatif opérationnel. Mon vrai nom? Exécuté? Dans ce monde, mon jugement n'était pas seulement valorisé, il était essentiel. Je n'étais pas la bibliothécaire, j'étais Echo 7. Et Echo 7 prenait des décisions qui comptaient. Mon service était un fantôme. Il n'avait pas de dossier officiel, pas de carte VA, pas de défilé d'avantages que mon frère pouvait voir et mesurer. Il était conçu pour être invisible. Mon père, cependant, en avait eu des aperçus. Il ne connaissait pas les détails, mais il savait les absences prolongées, les voyages soudains, le poids que je portais et que je ne pouvais jamais expliquer. Et dans son testament, il essaya, à sa manière discrète, de le reconnaître. Le document stipulait que son héritage devait être divisé équitablement, mais il avait ajouté une clause personnelle, une seule phrase qui disait « Je souhaite reconnaître le service discret et invisible de ma fille Anya envers notre pays ». Cette unique phrase mit Marc dans une rage folle. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de récit. C'était une fissure inacceptable dans l'histoire qu'il avait si soigneusement maintenue pour nous tous. L'histoire de son succès et de mon échec. Il ne pouvait pas accepter une version de la réalité où j'avais une vie secrète et honorable dont il ne savait rien. C'était une insulte à sa position de centre de l'univers familial, et donc il décida de tout brûler, contestant le testament en arguant que j'avais menti, que j'avais manipulé notre père mourant avec des histoires pathétiques de bravoure factice pour voler ce qui lui revenait de droit. Il était convaincu que j'étais une fraude. Pendant une décennie, mon invisibilité avait été mon armure. Elle gardait mes opérations sécurisées et mon pays en sécurité. Mais Marc allait apprendre que le même système qui effaçait mon identité pouvait aussi la vérifier avec la force d'une boule de démolition. Il voulait un combat en tribunal. Alors je décidai d'apporter avec moi tout le poids du gouvernement fédéral. Après avoir reçu la notification formelle que mon frère contestait le testament, mon premier sentiment n'était ni la tristesse, ni même la colère. C'était une étrange clarté froide. Pendant des années, j'avais traité la dysfonctionnalité de ma famille comme un problème émotionnel, quelque chose à endurer ou à naviguer avec des mots soigneusement choisis, mais le défi légal de Marc était différent. C'était une accusation formelle. Déposée dans un tribunal, il avait déplacé notre guerre privée sur un champ de bataille public, et cela changeait tout. Ce n'était plus une affaire de famille, c'était un problème de renseignement, et il requérait une solution opérationnelle. J'appelais sur une ligne sécurisée David Chen,
un ancien avocat du Jacques Corps, que mon agence gardait sous contrat pour des situations comme celle-ci. Je lui expliquai l'objectif en termes précis. Nous n'allions pas nous engager dans un débat émotionnel, nous n'allions pas argumenter sur mon caractère ou essayer d'appeler à la sympathie du juge. Notre objectif était de clore le débat avec une unique démonstration irréfutable d'autorité, un coup si définitif que plus aucune question ne pourrait être posée. C'était une stratégie que j'avais utilisée sur le terrain des dizaines de fois. Ne pas gagner le combat, redéfinir entièrement le champ de bataille. Le plan que nous développâmes était méthodique, bâti sur un protocole légal si obscur que la plupart des avocats ne savaient même pas qu'il existait. La première étape requérait une immense patience. Nous laisserions Marc exposer son cas. Nous avions besoin qu'il se lève en couronne, sous serment, et m'accuse formellement de mentir sur mon service. Son arrogance était l'appât, et nous savions qu'il mordrait. Pendant qu'il préparait ses insultes, je préparais l'arme. Je me connectais à un portail gouvernemental sécurisé et soumis une demande formelle pour une lettre de vérification de service, un document qui ne vient pas du département de la Défense, mais du bureau du directeur du renseignement national lui-même. Ce n'était pas un DD 214 ou un dossier de service. C'était une directive unique et hautement classifiée, adressée à un juge-président spécifique. Elle ne dirait pas ce que j'avais fait, mais confirmerait que j'avais servi dans une capacité que la Cour était légalement tenue de ne pas questionner. L'étape finale était la livraison. David garderait cette enveloppe scellée, attendant le moment parfait. Le document autorisait le juge à être informé de mon statut in camera, en privé, le rendant effectivement partie du système pour le seul but de vérification. David me mit en garde, sa voix grave au téléphone. C'est une bombe tactique. Anya. Une fois qu'on fait ça, Marc ne va pas juste être embarrassé. Il va être sur le radar de gens que tu ne veux pas, sur ton radar. Je n'hésitais pas. Il s'y est mis lui-même, répondis-je. Mon frère entra dans ce tribunal avec une équipe d'avocats locaux, pensant qu'il pouvait me bully comme il le faisait à table. Il n'avait aucune idée que mon conseil était un homme qui avait plaidé devant des tribunaux militaires et que notre témoin principal était un fantôme dans le système. L'air dans la salle d'audience pour succession était vicié. Épais d'un chagrin fabriqué et d'avidité, ma famille était assise au premier rang directement derrière Marc. Un mur silencieux et soutenant de conviction. Il le regardait avec une fierté non dissimulée, tandis qu'il montait à la barre des témoins, lissant le devant de son costume cher. Il regarda directement le juge, un homme que mon frère voyait clairement comme un père, et commença sa performance. Je l'observais, non pas avec colère, mais avec la concentration détachée d'un opérateur. Observant une cible sur le point d'entrer dans un piège parfaitement tendu, chaque mot qu'il prononça était un mensonge que j'avais anticipé, un composant crucial de la stratégie que j'avais mise en branle. Il se pencha vers le microphone, sa voix résonnant d'une fausse sincérité. « Ma sœur, commença-t-il, secouant la tête tristement, n'a jamais servi. Elle n'a pas de papier de démobilisation, pas de carte VA, rien. Elle a menti à notre père pour voler mon héritage. » Il fit une pause pour l'effet dramatique, laissant son accusation flotter dans l'air, avant de porter le coup final, venimeux. C'est du vol de bravoure, pur et simple. Les mots étaient censés me détruire, me peindre en menteuse et voleuse de la manière la plus publique possible. Mais tout ce que je ressentis fut une finalité tranquille et froide. L'appât avait été pris, le piège se referma, tandis que Marc s'asseyait, suffisant et triomphant. David se leva de sa chaise. Il bougea avec un calme délibéré qui sembla aspirer l'air de la pièce. Il s'adressa au juge, sa voix stable et formelle. « Votre honneur, nous avons un document pour considération de la Cour, à examiner in camera. » Il posa l'enveloppe en papier craft scellée sur le bureau de l'huissier. Le juge parut agacé, soupirant comme si ce n'était qu'un autre retard futile dans son agenda. Il prit l'enveloppe et brisa le seau de cire rouge d'un geste impatient du pouce. Je regardais son visage tandis qu'il sortait la unique page de l'intérieur. Je pouvais presque voir l'entête à travers ses yeux. Le sceau officiel du bureau du directeur du renseignement national, l'agacement du juge s'évapora. Sa posture se redressa, ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'il parcourait la page. L'ennui nonchalant fut remplacé par une tension rigide et alerte. La couleur se retira de son visage, laissant un masque pâle de choc et autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le changement fut si soudain, si absolu, que toute la pièce tomba dans le silence. Il leva les yeux, son regard balayant au-delà de moi,
au-delà de David, et se posant sur les 2 agents armés à l'arrière de la salle. Sa voix, quand elle vint, n'était plus le ronron d'un bureaucrate ennuyé, elle était tranchante, tendue, et emplie d'une urgence qui commandait une obéissance absolue. Agents, scellez cette cour, immédiatement. Les lourdes portes de chêne claquèrent avec un bruit assourdissant qui fit sursauter ma mère. Le son des verrous qui glissaient résonna comme un coup de feu. Le juge pointa un doigt tremblant vers la sténographe. Vous êtes hors procès-verbal? Maintenant. Il fixa ensuite son regard sur mon frère, qui était toujours figé à la barre des témoins. Son rictus confiant ayant fondu en une expression béante de confusion, la voix du juge était basse, incisive, et dépouillée de toute courtoisie judiciaire. Monsieur Jensen, commença-t-il, vous êtes un civil qui, dans un témoignage sous serment, a fait des déclarations spécifiques concernant le statut de service d'une employée du gouvernement américain. Le document que je tiens en main confirme que le service de votre sœur est une affaire de sécurité nationale. Il laissa les mots flotter dans le silence étouffant, chacun atterrissant comme un coup de marteau. Le visage de Marc passa de la confusion à la terreur. Vos accusations infondées sur un dossier de cour fédérale, continua le juge, sa voix se muant en glace, pourraient constituer une tentative d'exposer publiquement un opérateur gouvernemental protégé. Vous devez rester silencieux. Un marshal américain prendra votre déposition après que nous ayons conclu. Cette affaire de famille est désormais fédérale. Il se tourna alors vers moi, et pour la première fois, il me vit, son expression s'adoucit d'un respect profond, profonde, et presque craintif. Madame, dit-il, l'honorifique sonnant désormais totalement sincère, mes excuses les plus profondes pour cela, nous ajournerons dans mon cabinet pour finaliser l'exécution du testament de votre père. Mon frère ne bougea pas, son visage était cendreux, une statue d'incrédulité. Derrière lui, ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Leur monde entier, celui qu'ils avaient si soigneusement construit autour de leur propre importance, avait été publiquement et irrévocablement démoli, non par un argument, mais par un pouvoir qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Je ne les regardais pas, je donnais simplement au juge un hochement lent et délibéré, et me levai pour le suivre. Laissant ma famille utterly seule dans la salle d'audience silencieuse et scellée, Marc m'avait toujours accusé de vivre dans un monde de fantaisie. À la fin, il fallut une salle d'audience verrouillée et la menace d'une inculpation fédérale pour qu'il réalise que mon monde était plus réel que le sien. Dans le cabinet du juge, la validation finale du testament de mon père fut une affaire tranquille et anticlimactique. Le langage légal était sec, les signatures rapides. La vraie conclusion se produisit quelques minutes plus tard, dehors sur les marches du palais de justice, tandis que David et moi émergeâmes dans l'air frais de l'après-midi. Je les vis, 2 marshals américains au visage de pierre escortaient mon frère Marc vers une voiture noire banalisée, garée au bord du trottoir. Son costume cher était froissé, son visage d'un blanc fantomatique. Pendant un instant, nos regards se croisèrent à travers le trottoir. Les siens étaient écarquillés d'une terreur si profonde qu'elle semblait le vider. Et en dessous, il y avait une supplication désespérée et enfantine. Il cherchait sa sœur, celle qui était censée arranger les choses. Je soutins son regard, mon expression illisible. Je ne ressentis rien, ni triomphe, ni pitié, ni même le fantôme de la colère. C'était comme regarder un étranger dont j'avais autrefois lu l'histoire, mais dont je ne me rappelais plus la fin. Le lien, étiré fin sur une vie de rejet et de mépris, avait enfin claqué. Je fis un léger, presque imperceptible tour de tête, et m'éloignai sans me retourner. Le clic discret de mes talons sur le trottoir fut le seul bruit qui comptait. La guerre était finie. 6 mois plus tard, je me tenais dans une pièce loin de tout palais de justice, un lieu de calme profond et solennel, connu sous le nom de Hall of Valor au quartier général de la DIA. C'était une cérémonie de remise de prix interne, un rassemblement classifié de gens qui, comme moi, vivaient des vies dans l'ombre. Le général Peterson se tenait devant moi, le même homme dont la voix calme m'avait guidé à travers des opérations à enjeux élevés. Dans sa main se trouvait le Defense Intelligence Director's Award, une médaille que je ne pourrais jamais afficher pour une mission dont le nom ne pourrait jamais être prononcé à voix haute. Il l'épingla à mon uniforme, ses yeux transmettant un respect que ma propre famille n'avait jamais été capable d'offrir. La citation officielle était intentionnellement vague, commandant de mon équipe pour la conclusion réussie de l'opération Blind Harvest.
Des mots qui ne signifiaient rien pour le monde extérieur, mais tout pour les gens dans cette pièce. C'était ma vraie validation. Pas le chèque d'héritage qui reposait maintenant sur un compte d'épargne à haut rendement, mais cela, cette reconnaissance de mes pairs. Après la cérémonie, mon équipe m'entoura. Il n'y eut pas de félicitations bruyantes, pas de tape dans le dos performative comme mon frère en raffolait. Au lieu de cela, il y eut des poignées de mains discrètes, des hochements de tête complices, et des regards partagés qui en disaient plus que des mots ne l'auraient pu. Ces gens étaient ma vraie famille. Une fraternité forgée non par le sang, mais par des secrets partagés, une confiance mutuelle, et une profonde compréhension des sacrifices silencieux que nous faisions tous. Ici, je n'étais pas invisible, j'étais écossette, j'étais vue. Plus tard cette semaine-là, j'étais à mon bureau, analysant des images satellites pour une opération à venir. Quand mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu, mon doigt plana au-dessus de la notification, je savais qui c'était avant même de l'ouvrir. C'était ma mère. Le message était exactement ce que j'attendais. Une supplication frénétique et désespérée, imprégnée d'une vie d'attente entitled. Anya, disait-il, les frais légaux de Mark Vidantu. Il fait face à des charges. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose? Peux-tu passer un appel? Peux-tu leur dire que c'était juste un malentendu? Je lus les mots une fois, puis une seconde fois. Je pensais que je ressentirais une étincelle de l'ancienne colère, un flash de ressentiment. Mais il n'y avait rien, il n'y avait qu'un vaste, tranquille calme en moi. Le message n'était pas juste sur Marc. C'était une tentative désespérée de me ramener dans leur drame, de me forcer à reprendre le rôle de la fille invisible censée absorber leur chaos. C'était une invitation à sacrifier la paix que j'avais si durement construite pour moi-même. Je regardais ces mots, puis je regardais la carte des opérations globales, luisant sur l'écran devant moi, ma vraie vie, mon vrai travail. Le choix n'avait jamais été plus clair. D'une main calme et stable, j'effaçais l'intégralité du fil de message et bloquais le numéro. Mon travail était ma priorité, ma paix m'appartenait. Ma famille croyait qu'un héritage était un nom sur un bâtiment ou un numéro de compte dans un testament. J'appris qu'un vrai héritage est un nom murmuré avec respect, dans des pièces où le destin du monde est décidé. Si vous avez déjà dû prouver votre valeur contre un mur de doute, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre service discret est toujours vu.